Le 14 février 1886, le Constitutionnel publie la 3e partie de l'interview de Napoléon, exilé sur l'île d'Elbe. L'affaire de Pichegru l'amena à me parler de la conspiration de Georges sur laquelle il m'apprit des particularités très curieuses. Cette conspiration fut révélée par un chouan nommé qui exerçait alors la profession d'apothicaire. Moreau, Pichegru et Georges avaient eu une entrevue dans une maison du boulevard. On convint que Georges m'assassinerait, que Moreau serait premier consul et Pichegru second consul. Mais Georges insistait pour être le 3e, sur quoi les 2 autres observèrent que, comme il était connu pour un royaliste, s'il se l'adjoignait pour collègue, il serait perdu dans l'esprit du peuple. Là-dessus, Georges répliqua « Si ce n'est pas pour les Bourbons que je travaille, je veux au moins que ce soit pour moi. Et si ce n'est ni pour eux, ni pour moi, bleu pour bleu, j'aime autant Bonaparte que vous. » Quand cette conversation fut répétée à Moreau dans un de ses interrogatoires, il s'évanouit. Si j'avais été sanguinaire, comme on l'a prétendu en Angleterre, j'aurais fait fusiller Moreau. Car après qu'on l'avait convaincu d'avoir communiqué avec Georges, il ne pouvait plus lui rester aucune popularité. Je demandai à l'empereur si Moreau avait des talents supérieurs. « Non, » me répondit-il, « si ce n'est comme soldat. » Au reste, personne n'était moins que lui disposé à se mêler d'intrigues politiques. Mais il avait une méchante femme et une belle-mère intrigante qui ont été la cause de sa ruine. L'empereur paraissait se souvenir avec plaisir de l'Égypte, et il parlait gaiement du projet qu'on lui avait attribué de se convertir ainsi que son armée à la religion de Mahomet. Les cheikhs, les oulémas, me dit-il, s'étaient réunis plusieurs fois au Caire pour en délibérer, et après de graves discussions, ils déclarèrent qu'on pouvait nous dispenser de la circoncision et nous autoriser à boire du vin, pourvu qu'après chaque coup, nous fissions une bonne action. Les avantages que j'aurais obtenus dans le pays, en adoptant le culte, eussent été immenses. Je lui demandai s'il était exact, comme Robert Wilson l'avait prétendu, qu'il eût empoisonné ses malades. Il me répondit « Il y a là-dedans quelque chose de vrai. Quelques hommes de mon armée avaient la peste. Ils ne pouvaient pas vivre 24 heures. J'étais obligé de partir et je consultai Desgenettes sur les moyens de les emmener. Il me dit que cela serait inutile, attendu qu'il était impossible qu'ils vécussent et que d'ailleurs, ils pourraient répandre la contagion. Je l'engageai alors à leur donner de l'opium pour qu'ils ne fussent pas exposés aux barbaries des Turcs qui suivaient notre trace. Là-dessus, il me répondit, en fort honnête homme, que son métier était de guérir et non de tuer, et ces malheureux furent abandonnés à leur destinée. Peut-être avait-il raison, quoique je ne lui eusse dit de faire que ce qu'en pareille circonstance, je désirerais que mon meilleur ami fît pour moi. J'ai souvent pensé depuis à ce point de morale, et je l'ai discuté avec d'autres. Je crois qu'au fond, il vaut toujours mieux laisser chaque homme finir sa destinée, quelle qu'elle soit. Ce fut d'après cela que je me conduisis lorsque, pendant la campagne de 1813, mon pauvre Duroc fut blessé et que ses entrailles étaient sorties de son ventre. Il souffrait des douleurs incroyables et me conjurait de mettre fin à son existence. « Je vous plains, mon ami, lui dis-je, mais il n'y a pas de remède. Il faut souffrir jusqu'à la fin. » Je demandai également à l'empereur s'il était vrai qu'il eût fait massacrer les Turcs de Jaffa. Voici littéralement quelle fut sa réponse. « C'est vrai. J'en fis fusiller à peu près 2000. Vous trouvez cela un peu fort, mais je leur avais accordé antérieurement une capitulation, à condition qu'ils ne porteraient plus les armes contre nous et qu'ils retourneraient chez eux. Au lieu de cela, ils s'étaient jetés à El Arish, qu'ils défendirent contre moi et où je les pris par assaut. Je ne pouvais les emmener prisonniers car je manquais de pain, et ils étaient des diables trop dangereux pour les lâcher une seconde fois, de sorte que je n'avais d'autre moyen que de les tuer.
Tel fut mon premier entretien avec Napoléon. Entretien qui se prolongea jusqu'à 11 heures du soir. Pendant ce temps, nous avions constamment marché dans la chambre. À 11 heures, il me congédia par une inclinaison de tête. La grâce de son sourire et la simplicité de ses manières m'avaient mis parfaitement à l'aise. Il paraissait lui-même désirer que je lui fisse des questions. Il y répondait sans aucune hésitation, avec une promptitude et une clarté que je n'ai jamais rencontrées au même degré dans un autre homme. Dans tout le cours de cet entretien, aucun geste, aucune altération dans sa physionomie n'annonça un seul sentiment de regret ou de vengeance, alors même qu'il parlait de ceux qui lui avaient fait le plus de mal. Deuxième entretien. Le vendredi, 8 décembre 1894, au moment où je me disposais à m'embarquer pour retourner à Livourne, un aide de camp de l'empereur m'apporta une invitation à dîner, que j'acceptai. J'arrivai au palais à 7 heures, et bientôt après, on annonça que le dîner était sur la table. Il était simple, mais élégamment servi dans de la vaisselle plate. J'appris que cette vaisselle accompagnait toujours l'empereur dans ses campagnes. Le général Drouot, qui dînait avec nous, ne prit aucune part à la conversation, et un instant après que nous fûmes entrés dans une pièce voisine, où le café était servi, il me laissa seul avec Napoléon. L'empereur me fit diverses questions sur l'administration de la justice, les tribunaux et la magistrature de l'Angleterre. Et il répondit aux miennes sur l'administration de la justice en France en comparant leurs avantages respectifs. Nous parlâmes ensuite des 2 chambres du Parlement et de leurs principaux orateurs, tels que M. Canning, Sir Francis Burdett, M. Whitbread, Lord Castlereagh, Lord Liverpool, Lord Grey et Lord Granville. Il me dit qu'il avait lu plusieurs discours du dernier qui lui donnaient une haute idée de ses talents. Il ajouta « Lord Grey est aussi un de vos grands orateurs. » Il me parla ensuite de la motion que j'avais faite en faveur de Lord Cochrane et me dit « Vous aviez raison. Un homme de cœur comme lui ne devait pas être condamné à une peine infamante. » Il était étonné que la Chambre des communes eût souffert qu'un de ses membres eût subi cette ignominieuse condamnation, paraissant confondre ensemble, comme dans notre premier entretien, les 2 chambres du Parlement, et supposer qu'il n'y avait qu'elles qui pussent exercer une juridiction sur leurs membres respectifs. Il me parla beaucoup de l'état des partis en Angleterre, et me demanda s'il y avait encore des Anglais assez jacobins pour célébrer comme une fête l'anniversaire de la mort de Charles Ier. Comme je lui répondis qu'il y avait des membres jacobites du clergé qui lisaient scrupuleusement les prières qui se trouvaient pour ce jour-là dans notre liturgie, il s'écria « Eh, mais c'est le contraire de ce que je vous demandais, car je sais bien que jacobite veut dire Tory par excellence. Je vous parlais de jacobin, ce qui est bien différent. Mais je crois qu'au fond, il n'y en a guère parmi vous. » L'empereur me fit ensuite l'éloge de ce qu'il appelait notre consistance politique. En Angleterre, dit-il, un homme qui quitte son parti est déshonoré, à moins qu'il n'ait les meilleures raisons à alléguer. Tandis qu'en France, ils en changent à tout moment, au gré de leurs caprices et de leurs intérêts. Il s'étonnait beaucoup de la manière impolitique dont notre gouvernement se conduisait avec les catholiques. Je crois que le prince régent a rompu ses engagements avec eux à cause des intrigues de Milord Sidmouth. C'est un bigot que ce Lord Sidmouth. Malgré tout cela, je crois que votre Parlement ne tardera pas longtemps à passer l'acte d'émancipation. Il me demanda des nouvelles de plusieurs personnes qu'il avait connues à Paris pendant la paix d'Amiens. Le duc et la duchesse de Bedford, Lord Whitworth, Lord Erskine, Lord Holland. Il me parla surtout de M. Fox, avec lequel il avait, disait-il, beaucoup causé. Il a été content de moi, n'est-ce pas? Je répliquai que je n'avais pas assez connu M. Fox pour répondre à cette question, mais que je savais qu'en général, il avait été très flatté de l'accueil qu'il avait reçu en France. L'empereur reprit. Il avait bien raison. On l'a reçu là-bas comme un dieu, parce qu'on savait qu'il était pour la paix.
Il m'interrogea sur son genre d'éloquence et sur celle de M. Pitt, et me dit qu'il croyait que le talent de M. Fox était plus dans le genre de Démosthène et celui de M. Pitt dans le genre de Cicéron. Il fit ensuite un parallèle entre ces deux orateurs de l'Antiquité comme s'il connaissait parfaitement leurs écrits. Il m'assura qu'il désirait vivement le maintien de la paix d'Amiens et que c'était notre gouvernement qui avait voulu la rompre. Il me fit le plus grand éloge de Lord Cornwallis. Ce n'était point un homme de talent supérieur, mais sa bonté et son intégrité en faisaient l'honneur de son pays. C'est là ce que j'appelle la belle race de votre noblesse anglaise. Je désirerais qu'il existât en France beaucoup de gens faits sur son modèle. Je connaissais toujours la sincérité des propositions de paix de votre gouvernement par l'espèce des gens qu'il m'envoyait. Je crois que si M. Fox eût vécu, nous nous serions arrangés ensemble. Car la manière dont il commença sa correspondance avec M. de Talleyrand nous donna une preuve de sa bonne foi qui nous plut beaucoup. Vous vous rappelez la circonstance de l'assassinat, mais ses collègues n'étaient pas aussi pacifiques que lui. À suivre. Rétro News, le site de presse de la BNF.